Et on est de retour sur le live Twitch d'Angoulême, le festival de la BD, le 50e anniversaire. Je suis votre hôte pour cette session, je suis Ringo et je suis accompagnée du grand, du talentueux Senshiro, auteur de Sweet Concrete. Salut Senshi, ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien, heureuse de t'accueillir. On voit que tu as un peu de matériel devant toi. Ouais. Tu nous prépares quelques petits trucs. On va discuter bien sûr de ton parcours, de ta méthode de travail, de ton rapport au dessin. Évidemment, Sweet Concrete, ton œuvre et de diverses choses. Et durant ce live, de temps en temps, parce que j'avais envie de pimenter ça, je vais te demander de dessiner quelques petits trucs. Je trouve que c'est plutôt pas mal et apparemment tu dessines très très vite. J'ai envie de voir ça de mes propres yeux. On verra si c'est de la publicité mensongère ou pas. Du coup, c'est ton premier festival d'Angoulême ou pas du tout en tant qu'auteur? En tant qu'auteur, ouais. En tant qu'auteur, ça doit être quelque chose. Ouais. Donc, de toute façon, on va en discuter de tout ça. On aura une bonne heure pour en parler. Et n'hésitez pas dans le chat à dire tout ce que vous voulez dire à ce bon vieux Senshiro. Il sera un plaisir de vous répondre. Sans plus tarder, moi je sais que depuis que tu es tout petit, Senshiro, tu dessines pas mal, depuis tes 3 ans à peu près. C'est ça. J'en sais des choses sur toi. Est-ce que tu peux déjà nous faire un dessin de cette époque-là? Qu'est-ce que tu dessinais à cet âge-là, ce que tu aimais faire, et nous parler de comment c'est venu, comment tu as continué du coup sur le dessin jusqu'à aujourd'hui? Alors déjà, à l'époque, j'avoue, me souvenir ce que j'aimais faire comme dessin à l'époque, je ne saurais pas trop te dire. Alors j'avais une phase dinosaure, donc à mon avis, je vais en dessiner. Donc je vais partir là-dessus. On va regarder. Ça donne. Dinosaure, c'est un classique en plus quand on est gamin. Tous les gamins, ils passent par là. Donc, en gros, je dessine depuis vraiment tout petit. C'est mes parents qui m'ont mis à ça, comme un passe-temps comme un autre. Je me souviens, tu vois, je suis tombé dans les mangas quand j'étais tout petit, donc avec Pokémon qui passait à la télé, Digimon, ce genre de trucs. Et en fait, à mon avis, je devais dessiner ce qui passait à la télé sans trop me poser de questions. Et en fait, le dessin, ça m'a jamais lâché, puisque une fois que l'époque des dessins animés s'est passée, par exemple, je regardais Olive et Tom à la télé, et en fait, je me suis tourné vers les mangas parce que je voyais la suite de Olive et Tom en manga, en fait. Ouais. Et du coup, une fois que j'ai commencé à en lire, j'ai découvert Yu-Gi-Oh!, puis Naruto, puis Dragon Ball et tout ça. Et en fait, maintenant, on en est là, et puis je continue de lire des mangas. C'est toujours mon truc, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, tu en es encore là aujourd'hui. Je sais que dans ta carrière, tu as fait de la freelance, d'ailleurs. Ouais, c'est un truc par lequel passent beaucoup d'artistes, le statut de freelance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est, des avantages, des inconvénients? Comment toi, tu as ressenti ce moment où tu étais en freelance? Alors, en fait, disons que c'est un peu un rêve par rapport au salariat, on va dire, si c'est pas trop fait pour toi, parce que du coup, tu es ton propre patron. Tu travailles avec tes horaires, avec tes envies. Et sauf que en fait, ce qu'on ne nous dit pas au début, c'est qu'il faut quand même se créer un public, on va dire, une base de clients, entre guillemets. Et tout ça, c'est ultra dur quand tu n'es pas connu. Et donc, il y a tout un travail, on va dire, sur les réseaux sociaux à faire, où il faut se mettre en avant, il faut savoir se vendre. Et ça, c'est pas forcément évident quand tu es un petit jeune qui débarque et que tu sais que ce que tu fais, il y a plein de défauts dedans. Donc, c'est un peu un truc qu'il faut essayer de bosser. Mais après, du coup, moi, ça m'a permis de faire pas mal de rencontres. C'est comme ça que je suis devenu, on va dire, proche de la librairie Le Renard Doré. Ouais. En fait, c'est une librairie avec laquelle j'ai pas mal collaboré. On a fait plein d'illustrations ensemble. Et petite anecdote, c'est là-bas que j'ai rencontré Timothée, mon éditeur, avec qui je bosse aujourd'hui chez Kana. Du coup, c'était un peu une bonne occasion, quoi. En plus, toi, j'ai vu qu'en tant qu'artiste, tu es sur le fameux site ArtStation. Ouais. Tu es sur ce genre de site. Est-ce que toi, tu les recommandes, ces sites-là, de mettre en avant pour les jeunes artistes qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas au courant de ce genre de site? Toi, tu conseillerais plutôt de balancer tous les fanarts, tous les trucs que tu fais dessus et de faire ta pub via ces sites-là, en plus, qui proposent des concours, genre de choses, des opportunités, ou plutôt d'être sur Twitter, sur Insta et de balancer son contenu? Alors, en fait, ArtStation, je pense, c'est... Disons que Twitter, Instagram, c'est très grand public, on va dire au niveau des gens qui sont dessus. C'est bien pour se créer une communauté parce que si tu fais un fanart sur un manga qui est à la mode et tout, tu peux brasser énormément de monde. Alors que ArtStation, c'est plus, on va dire, comme un LinkedIn, mais pour les artistes, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils ont leur portfolio vraiment professionnel, très clean. Il n'y a pas trop de fanart. En général, c'est plus... par exemple, si tu es cara designer, tu vas vraiment mettre des trucs très propres, très finis. Et c'est plus un book pour se présenter à des potentiels employeurs.
Du coup, moi, là-bas, en fait, j'avais pas compris trop ça à l'époque. Je croyais que c'était un peu un réseau social comme un autre. Et du coup, bah, en fait, j'avais mis un peu tout et n'importe quoi. Mais quand même, j'avais réussi à avoir des gens qui étaient intéressés par mon travail, qui voulaient bosser avec moi. Donc moi, je vais dire à ceux, si vous voulez vivre de votre art, vraiment, il faut en mettre partout. Vous ne posez pas de questions. Voilà, c'est ça, ouais. Et n'hésitez pas à vraiment vous mettre en avant. Dès qu'il y a par exemple, sur Twitter, il y a souvent le Portfolio Day. Donc, c'est une journée où il y a tout le monde qui met un hashtag Portfolio Day, qui partage ses dessins. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire à chaque fois qu'il y a ça. C'est comme le Inktober, tu y as participé en plus, qui est sur ArtStation. Exactement, ouais. Elle a fait ses recherches. Alors, en gros, tous les petits événements autour du dessin qui existent sur la toile, il faut essayer d'y participer. Parce que ça peut toujours recruter des gens et puis intéresser du monde qui pourra... Après, je sais que ce genre de truc, c'est hyper bien, comme tu dis, il faut le faire, etc. Mais il y a des artistes qui vont se comparer, vont se dire, tel artiste, il a 23 ans, moi j'en ai 43 et je dessine pas aussi bien que lui il a 17, etc. Et ça peut être aussi bien réconfortant et ça peut donner un aspect compétitif. Mais d'un autre côté, ça peut dégoûter un peu, malheureusement. Alors en fait, ça, c'est malheureusement, c'est un truc qui est venu avec Internet. Parce qu'en fait, maintenant, tu as des gamins de 17 ans à l'autre bout du monde qui te mettent une claque. Alors que toi, ça fait 10 ans que tu galères en dessin et tout. Ça, je pense, il faut juste se faire une raison qu'il y aura toujours plus fort que toi, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, quoi. Et il faut juste essayer de se prendre soi-même comme adversaire ou comme rival et se dire si je fais mieux que ce que je faisais avant, j'ai gagné et puis voilà. Esprit shonen, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Du coup, on peut voir sur la caméra ton magnifique dessin de dinosaure. Alors, je pense pas que tu dessinais aussi bien quand tu étais jeune. Non, ouais. Je pense que tu aurais aimé, mais il est vraiment, vraiment stylé. Et on va passer du coup sur un autre dessin. Okay. Parce que je sais que tu es venu présenter ton projet aux éditeurs à Angoulême, justement. Et aujourd'hui, tu viens en tant qu'auteur, pardon, c'est un peu rigolo. Est-ce que tu peux nous dessiner ton état d'esprit à ce moment-là ? Comment ça s'est fait ? À quel moment tu t'es dit, allez, let's go, je tente, je fonce, j'y vais avec mes planches, mon storyboard et je vais leur montrer. Et du coup, nous parler un peu des refus que tu as eus, des réussites, etc. Et ça va concerner du coup la question suivante. Aujourd'hui, tu es chez Kana, mais il y a Ankama qui t'a approché aussi. Pourquoi avoir choisi Kana plutôt qu'Ankama ? Parle-nous de ça. Alors du coup, c'était en Angoulême 2019, où en gros, alors déjà c'était une masterclass de comment on avait réussi à y aller. Parce que moi, du coup, en fait, j'avais joué à un concours pour gagner le pass 4 jours sur Facebook à l'époque, comme un bon gros rat. Et, il faut. C'est fait pour les concours. D'habitude, c'est le genre de truc où, en fait, tu sais, je gagne jamais. Et donc là, j'avais participé en mode, allez, vas-y, on tente. Ça marchera pas. Et puis au bout de quelques jours, j'avais pas de réponse. Je fais, allez, comme d'hab, j'ai pas gagné. Et du coup, en fait, à un moment, j'ai eu un instant, tu vois, et je me suis dit, putain, faut que j'aille voir mes messages quand même, mes messages Facebook. Et là, je vois, hop, il y avait le message comme quoi j'avais gagné, qu'il fallait que je récupère mes billets. Du coup, en vrai, ça m'avait motivé de ouf. Et du coup, j'y suis allé avec des potes. On a, tant bien que mal, on a réussi à trouver un petit endroit pour crècher. Et puis, on y allait les 4 jours. Et donc, pendant les 4 jours, c'était un peu la chasse aux éditeurs. En gros, on se baladait dans Manga City. Et on scrutait les mecs qui avaient l'air un peu importants sur les stands. Et on allait leur sauter dessus pour dire hey, « j'ai un dossier, achète et tout ». Et au final, c'était juste des visiteurs. C'est ça, des fois on tombait sur des mecs, c'était des stagiaires, les pauvres, ils flippaient. Et alors du coup, ce qui est marrant, c'est qu'à ce Angoulême-là, j'ai pas réussi à trouver Timothée sur le stand de Kana, mais on m'avait donné une adresse pour pouvoir envoyer mon dossier. Et donc je lui ai renvoyé plus tard, genre 1 ou 2 mois après. Et il m'avait répondu genre 1 semaine après, en mode il était intéressé, quoi. Et alors, aussi une petite anecdote, c'est qu'on avait réussi à choper Ahmed Agne sur le stand de Kiyun. Et on avait juste réussi à lui filer nos dossiers avant qu'il parte. Et à l'époque, il était en train de faire une masterclass avec l'autrice de Beastars. Ah, Paolo Itagaki. C'est ça. Et donc du coup, moi je fais ah merde et tout, j'ai pas pu trop lui parler et tout ça. Et quand je le vois s'éloigner, il ouvre mon dossier, il le montre à l'autrice. Elle était en mode waouh, trop bien et tout. Et la classe. Incroyable. Incroyable. Je serais tombé dans les pommes à ta place. Incroyable. Et du coup, c'est bon, j'avais refait mon Angoulême était refait, je pouvais partir tranquille. Tout ça grâce à un concours sur Facebook. C'est ça, ouais. Vraiment, l'enchaînement de allez, faites des concours sur Facebook, sur Insta, soyez des rats, simplement. Voilà, soyez des rats, c'est le truc à retenir. C'est ça qu'il faut retenir, du coup. Mais du coup, voilà, en gros, quand on présentait nos dossiers, de loin, on avait un peu l'air d'une meute, tu vois. On était un peu en mode grave la confiance. Mais en vrai, de près, tu sais,
on se chie un peu dessus, qu'on était là, putain, merde, c'est un éditeur, c'est important et tout ça. En plus, c'est le projet un peu d'une vie, peut-être pas, mais c'est quand même un projet que tu avais depuis un petit moment. Ouais, voilà. Donc le donner, ouais. c'est toi, t'as le cœur qui bat, tu trembles. C'est ça, ouais. Et puis un retour d'éditeur, tu peux le prendre comme tu veux, mais c'est quelque chose qui aura un impact sur ton projet en fait. Parce que si c'est négatif, bon, ton projet, tu peux toujours te le mettre là où je pense. Bien profond. Mais du coup, comme je disais, Ankama a été aussi intéressé par ton dossier, Ouais. mais tu t'es tourné vers Kana. Exactement, ouais. Pourquoi ce choix finalement? Alors en fait, c'était chaque éditeur avait des trucs un peu des petits avantages et tout à soi, mais moi c'était vraiment la décision s'est prise au feeling. C'est-à-dire que dès son premier mail, Timothée, il m'avait envoyé un gros pavé, genre vraiment un truc ultra précis où il pointait plein de petits défauts, plein de petits éléments que je pouvais améliorer dans mes pages, dans mon histoire. Et donc ça, je me suis dit, ah ouais, dès le début, le gars, il semble intéressé, il a l'air investi et tout ça. Et après, donc je l'ai vu en vrai, on a fait des rendez-vous pour parler du projet. Et en fait, il ne m'a pas juste dit, ah bah ton projet, il est bien, on l'édite. Il m'a dit, ouais, mais ton projet, là, il y a ça, tel point, qui ne sont pas clairs. Je veux que tu me retravailles ça. Tel point, ça peut être amélioré. Donc en gros, il ne m'a pas juste brossé dans le sens du poil, il m'a poussé à faire un truc meilleur. Et du coup, c'est en gros, après le premier rendez-vous IRL qu'on a fait, je suis reparti chez moi et j'ai bossé le projet pendant plusieurs mois encore, à essayer de modifier tous les trucs qui n'allaient pas. Et du coup, je me suis dit, ok, si je veux faire de ça mon métier et si je veux progresser vraiment toute ma vie, il y a intérêt à ce que j'ai quelqu'un comme ça qui n'arrête pas de me pousser, qui ne se contente pas juste de ce que je lui propose en fait. Ouais, tu as senti que tu étais pris sous l'aile de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Ouais, moi, tu vois, j'aime bien avoir vraiment quelqu'un à qui je peux balancer mes trucs et qui va me faire un retour vraiment honnête, sans être trop gentil et tout ça. Et donc, je me suis dit, moi, ça me paraît vraiment pas mal. Et donc, c'est ça en fait qui m'a fait choisir Kana par rapport à Ankama. Et du coup, aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout parce que j'aime toujours autant travailler avec Timothée et on s'entend plutôt bien. Donc, c'est le plus important au final. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis content de mon choix. Mais avant d'être chez Kana, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que tu faisais des prods. Oui. Prods de rap et aussi des covers d'albums comme Youvdi, Lors du Phénix, Assis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça parce que j'ai trouvé ça complètement fou. Ouais, en fait, c'était vers 2016-2017, je crois. En gros, à l'époque, je sais pas, j'écoutais du rap parce que ça me plaisait, quoi. Et donc j'étais tombé sur un morceau de Lord du Périph. Et j'ai fait, putain, en fait, c'était bien. Enfin, j'aimais bien quelques sons de rap, mais c'est vraiment celui-là sur lequel j'étais tombé. Je m'étais dit, putain, ça, je pourrais l'écouter toute la journée, ça me plairait bien, tu vois. Et donc, donc j'ai commencé à les suivre sur Instagram et tout ça. Et alors, attends, et du coup, à l'époque, pareil, en fait, moi, j'ai toujours aimé faire de la musique. Je fais de la guitare depuis que j'ai 12 ans, je crois. Et tu sais, j'avais toujours enregistré des démos toutes pourries sur Audacity. Et, on commence bien quelque part. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, tu vois, j'avais accès sur mon ordinateur à un logiciel qui me permettait de faire des musiques tu sais, vraiment propres, on va dire, en un rien de temps. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des prods de rap parce que ça me paraissait être le plus simple, tu vois. Et du coup, à force d'en faire, je me suis dit, le niveau, il s'améliore. Et je me suis dit, pourquoi pas les envoyer à des gens. Et donc, après, lors du périph', vu que je les suivais sur Instagram, je me suis dit, vas-y, je vais leur envoyer, et puis voilà. Et du coup, ils ont accroché à mes prods. On a commencé à se voir en vrai. Ouais. Et ensuite, ils ont découvert que je dessinais bien, tu vois. Donc, ils ont fait, vas-y, t'es chaud pour faire les covers de nos albums. Et je fais, let's go, vas-y. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et puis, je crois que j'ai fait 3 ou 4 covers d'albums et une dizaine de prods. Celle-ci qu'on voit à l'écran. Ouais, voilà, c'est ça. Il y avait aussi Youvdi, il y avait le premier album de Lord du Périph'. Hyper stylé. Du coup, très inspiré Dragon Ball pour le coup. Ouais, voilà. Ouais, il y a du One Piece aussi, ouais, de ce que ils j'ai sont vu. à fond sur One Piece depuis toujours, bien donc on s'est bien trouvé sur ce coup-là. Et puis, franchement, c'est de la qualité. Là, vous voyez du coup les covers qu'a fait Senshiro avant d'être auteur. Et on sentait déjà la dynamique, il y avait quelque chose. Ouais. Vraiment, les illustrations, c'est un truc que tu aimes bien faire. Et j'ai même vu que tu fais encore des commissions de temps en temps. Ouais, ça m'arrive. Ça rejoint un peu le freelance dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc ça, c'est toi qui décides toi-même de tes prix.
Comment Oui, voilà, tu décides au final un portrait, ça va être tant, full body, ça va être tant, etc. Alors, pour les prix, en gros, j'essaie de rester accessible quand même parce que ça, je trouve, c'est un truc important. Et en gros, pour un truc qui me prend une journée, je vise 100 euros. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je me dis c'est plutôt Ouais. pas mal. Ça correspond au salaire C'est moyen, la on va norme, dire, moi, c'est ce quoi. que je vois souvent. Et voilà, en gros, après, donc, si un personnage en couleur, ça me prend une journée environ à faire. Donc après, si c'est moins, ça demande moins de travail, je baisse le prix. Si ça en demande plus, j'augmente le prix. Et puis après, j'essaie d'être flexible aussi, quoi, ça dépend. Mais ouais, voilà. Ok, je vois. Mais du coup, tu parles de tes illustrations. Il me semble que tu utilises ton logiciel de prédilection qui est Clip Studio Paint, notamment pour C'est Swift ça, Concrete. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce logiciel? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens sur le live qui ne savent pas trop ce que c'est. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ok, alors Clip Studio Paint, on va dire, c'est comme Photoshop, mais vraiment orienté BD manga, quoi. Et donc en gros, c'est un logiciel où il va y avoir tout plein d'outils pour dessiner, donc des brushes, des crayons de papier, des plumes, voilà. Et tu vas avoir des outils pour tracer des cases, pour mettre des bulles. Donc ouais, c'est vrai. Enfin, tu as même une particularité du logiciel pour créer des projets avec plusieurs pages déjà calibrées, Ouais. où il te reste juste en fait qu'à dessiner. Et tu peux naviguer entre tes pages super Ouais, c'est un simplement. gain de temps de fou, Donc vraiment, finalement. ouais, c'est un truc super optimisé. Et gros avantage, c'est qu'il coûte pas très cher. Pour la version, on va dire, top du top, ça doit coûter 200 euros en temps normal. Si tu le payes une fois et ensuite tu l'as à vie. Ouais, tu l'as à vie. Ouais. Contrairement à Photoshop qui maintenant est sous abonnement, que tu dois payer tous les mois. Tu ragues bien comme Voilà, il faut. c'est ça. Et souvent aussi, ils font des promos. Moi, par exemple, le Clip Studio version finale top, je l'ai eu à 40 balles. Oh, le Comme rat un gros jusqu'au rat, bout. encore une fois. C'est un truc de fou. Et du coup, aujourd'hui, le truc, il me sert de ouf. Genre, je m'en sers tous les jours et donc je l'ai eu pour une bouchée de pain, quoi. Donc voilà. Conseil numéro 2, les promotions, très Ouais. important. Les Toujours, concours, là les où il y a promotions, c'est ce qu'il faut les soldes. retenir. Mais quand même, tu es sur Clip Studio Paint, mais tu utilises quand même pas mal de traditionnels, Ouais. notamment pour les storyboards, la fameuse plume G, Ouais, la c'est légendaire. Comment tu allies du coup numérique et traditionnel? Et pour le dessin, j'aimerais bien que un truc qui est dans l'actualité, que tu me dessines comment tu vois la venue des intelligences artificielles dans le domaine artistique, vraiment, quand on voit que tu as juste à balancer un mot et ils viennent et ils te font le dessin. Ok. Est-ce qu'ils vont pas un peu vous remplacer? J'aimerais bien te lancer sur ce défi-là, tout en parlant du coup de le fait que tu as aussi numérique et traditionnel, alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font que du numérique, mine Ouais. de rien. Alors du coup, moi, j'ai testé les deux. J'ai fait, sur Swift Concrete, ma série, je faisais les planches en traditionnel, c'est-à-dire que je crayonnais et j'ancrais sur papier avec des outils classiques. Et ensuite, je rajoutais les aplats de noir et les trames à l'ordinateur, juste pour le gain de temps, parce que c'est pas une étape super marrante. Et récemment, sur des one-shots que j'ai fait, je suis passé en full numérique. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un gain de temps. Il y a un... C'est spectaculaire quand Il y tu a- vois, tu ouais, fais ouais. une ligne comme ça te le fait direct d'un coup. Voilà, exactement. Oh. Ouais. Et ouais, il y a un gain de temps, il y a une facilité aussi, parce qu'on peut retoucher Ouais. à l'infini, Les etc. brushes, ce genre de choses, c'est Exactement, ouais. vachement utile. Et on peut tester plein d'effets différents, plein de rendus différents selon la case. Donc ça, c'est cool. Mais moi, de base, j'aimais le traditionnel parce que justement, il n'y a pas la possibilité de changer en fait. Si tu te foires, c'est mort et il faut accepter et passer à autre chose, quoi. Du coup, ouais, donc voilà, moi, je faisais une partie la grosse majorité en traditionnel et c'était les retouches que je faisais à l'ordinateur. Et du coup, c'était quoi la question déjà? Tu étais tellement passionné par ce que tu dis, Ouais, voilà. t'en oublies ce que je t'ai demandé. Non, je te demandais comment toi tu faisais pour passer du tradi, du coup, ton storyboard, et ensuite pour finir sur la page finale que tu rends. Ok. Au ouais. niveau du numérique, justement, tu le scannes, tu fais Oui, des c'est ça. retouches, Voilà. En tu fais gros, quoi j'utilise le papier qu'utilisent tous les mangaka. Donc, c'est du papier millimétré, où en gros, tu as ta planche. Sur les bords, tu as les centimètres d'inscrits. Tu as une zone qui correspond à ta page finale et tout ce qui va déborder, c'est, on va dire, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de liseré blanc quand tu ouvres ton manga à la fin. Parce que des fois, les imprimeurs coupent trop loin ou trop près de Ouais. ta page. Et il y a même une zone en pointillé qui t'indique la zone limite pour placer tes bulles, en En fait. fait, tout est dit sur la C'est feuille, vraiment quoi. c'est du Ouais, papier ouais. top pour ça.
Donc une fois que ça, c'est le papier que j'utilise pour faire les pages en version finale. Et le storyboard, je le fais vraiment sur des feuilles A4 à l'arrache, avec mon crayon de papier et ma gomme, quoi. Et donc une fois que j'ai fini mon crayonné, j'encre avec ma plume. Donc j'encre les personnages à la plume et je fais mes décors au liner parce que c'est moins stressant. On peut appuyer, la ligne reste tout le temps de la même épaisseur, etc. Et donc une fois que j'ai fini l'étape de l'ancrage, je gomme mon crayonné, je scanne en 2 fois comme un gros clochard parce que je n'ai pas de scanner en A3, parce que je suis un gros rat et que ça coûte cher. Et ensuite, je réassemble les fichiers dans Clip Studio Paint. Et là, je gomme s'il y a des erreurs et j'ajoute les aplats noirs, les trames et le texte. Et voilà, après c'est fini. Ok, je vois. Et du coup, dans tout ce que tu dessines, ça se voit sur Sweet Concrete, ça se voit sur ton ArtStation. Allez voir Senchilo sur ArtStation, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'inspiration. Il y a du Jojo, tu le dis notamment, mais surtout du Yann Maki, du Imperial Boy, le jeu vidéo Gravity Rush, Mathieu Bablé. Enfin, vraiment, ce que tu aimes énormément, j'ai l'impression, c'est le paysage. C'est dessiner de grandes villes, de grands bâtiments, des trucs très serrés. On va en parler dans Sweet Concrete parce que tout vient de là à la base. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi, tu prends ces œuvres-là, ces illustrateurs surtout, et que tu te les appropries? Là, du coup, à l'écran, vous voyez Mathieu Bablé. C'est vraiment... Le boss. Le boss, déjà, un grand monsieur. Mais tu aimes beaucoup tout ce qui est architectural. C'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu, du coup, de comment tu t'appropries ces grands artistes sans pour autant les calquer et sortir juste une banale copie? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a eu énormément de recherches, justement, comme les images qu'on voit à l'écran. En gros, où je passais tout mon temps sur Internet à essayer de trouver justement ces images parce que je savais que ça existait, mais je ne savais pas comment les trouver. Donc dès que je trouvais un artiste qui en faisait, j'allais voir tous les trucs qui y ressemblaient. Tu le ponçais bien comme il faut. Ouais. Et donc je me suis créé vraiment une galerie d'images où il y en avait 500, 1000 et tout ça. Et donc une fois que j'ai eu ces galeries d'images, je me suis amusé à les recopier en fait, tout bêtement. Donc au début, je copiais pour essayer de comprendre un peu la perspective, où est-ce que c'était caché, comprendre comment on construit un décor. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un décor logique, il faut toujours tracer un espèce de chemin dans la composition et construire à partir de ce chemin. La Donc, fameuse perspective, voilà, genre de choses. Admettons, si tu fais un trait en forme de S, par exemple, ça pourrait être un chemin. Et donc, à partir de ce chemin, il va y avoir des escaliers, des ascenseurs peut-être qui vont y amener, des ponts. Et en périphérie de ce chemin, il va y avoir des bâtiments, des tuyaux, ce genre de trucs. Et donc, il y a toute une logique en fait au décor. C'est comme l'anatomie d'un corps humain. On ne peut pas dessiner n'importe quoi, n'importe comment. Il faut qu'il y ait une cohérence. Et donc au début, voilà, je copiais ces références-là. Et après, j'ai progressivement essayé de m'en détacher. Et en gros, ce que je faisais, c'est que j'avais ma feuille. Et je dessinais juste des formes géométriques, des carrés, des rectangles, des triangles, et en fonction d'un point de perspective toujours. Et donc ça me servait à avoir une composition, on va dire, équilibrée. Et une fois que j'avais cette composition-là, je m'inspirais de références et je voyais en fonction des formes que j'avais tracées, qu'est-ce que ça m'inspirait. Par exemple, ce triangle-là, ça peut me servir pour faire un toit de maison. Donc là, je peux rajouter une cheminée, et puis là, un petit tuyau qui va amener un balcon et tout ça. Et en fait, après, tu te laisses guider par ton imagination et tu finis par avoir un décor rempli de A à Z. Et finalement, ça t'a pas demandé énormément d'efforts intellectuels parce que tu t'es juste laissé guider par ton instinct. Au final, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une logique quand on dessine. Il faut juste laisser parler son imagination. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut que ton imagination soit un peu maîtrisé pour que le dessin te paraisse juste cohérent. Ça peut être complètement fantastique, mais il faut que, par exemple, s'il y a une maison flottante dans le ciel, comment on y accède, par exemple? Est-ce que c'est par un poteau électrique où il y a un fil et on peut y glisser? Ou tu vois, il y a plein de petits trucs à imaginer comme ça qui t'aident à créer ton monde, justement, à le rendre cohérent, vivant. Et c'est ça, en fait, qui va donner au lecteur l'envie de s'immerger dedans. C'est que, ok, il paraît fantastique, mais il est palpable, tu vois. Okay. Par exemple, Harry Potter,
c'est un monde fantastique de sorciers, mais il y a énormément de descriptions Ouais, dans les tout est livres réfléchi ou dans les la façon films, de faire. si bien que tu te dis que ça pourrait vraiment exister dans le monde réel, quoi. Voilà, on a tous eu envie d'aller dans le monde des sorciers quand on était petits. Ah ouais, je m'en traverse, j'y vais quand il veut. Donc la logique, c'est très important. Ce qui n'est pas logique, c'est ma tenue, du rouge, du violet. Enfin, c'est un gros bordel. Mais j'ai un magnifique t-shirt, Shingeki no Kyojin. Si vous voulez savoir où est-ce que je me le suis procuré, regardez ça. Et ce qui est logique aussi, c'est de parler quand même de Sweet Concrete, ton chef-d'œuvre, est-ce qu'on peut déjà le dire, ta première œuvre en tout cas, qui est disponible chez Kana, je vous le rappelle, en 3 tomes. Et on va commencer de façon très très simple. Est-ce que tu peux nous présenter Sweet Concrete? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ok, Sweet Concrete, c'est un manga français qui est disponible aux éditions Kana en 3 tomes. Et donc ça raconte l'histoire de Asa, qui est une flic qui travaille dans la ville de Ciel Azur. Et en gros, elle va essayer de découvrir la vérité sur la mort de son père, qui lui aussi était flic. Et en fait, un jour, elle découvre que la mort de son père est entourée d'un espèce de mystère, qu'il y a plein d'éléments qui clochent. Et donc, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et en allant chercher des indices, elle va découvrir une ville magique qui s'appelle la Citadelle, et qui est contrôlée par des gangs en tout genre qui sont un peu la guerre entre eux. Et donc elle va devoir évoluer dans ce milieu très très dangereux pour essayer d'obtenir des réponses à ces questions. Voilà. Et sur son chemin, elle va rencontrer plusieurs personnages divers et variés. Et voilà. Quand j'ai lu le manga, et après j'ai eu confirmation d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser à un autre manga de chez Kana que j'adore tout particulièrement, c'est Kowloon Generic Romance, Et oui. parce que tu t'es énormément inspiré de la citadelle de Kowloon. On en parlait tout à l'heure, les grands buildings, les bâtiments très serrés. Et vu que je suis une grosse fangirl, est-ce que tu peux nous dessiner Reiko, du coup, le personnage féminin qui est juste à l'écran de Kowloon, et nous inspirer un peu nous expliquer un peu pourquoi tu as eu envie, hormis le fait que ce soit inspiré de la citadelle de Kowloon, de repartir sur cette thématique? Est-ce que c'est plus simple pour toi de partir sur quelque chose de très serré pour une ambiance très sombre, un peu underground? En fait, c'était la citadelle de Kowloon, c'est vraiment le truc qui m'a donné l'inspiration pour le projet. Et en fait, c'est quand j'ai découvert l'histoire de l'endroit et les photos aussi, c'est ça qui m'a donné envie de dessiner vraiment des décors dans ce style. Sachant que moi, j'ai toujours été fan des décors, des ruelles un peu serrées, comme dans les villes médiévales françaises, on va dire. On ne respire pas. Voilà, c'est ça, ouais. Très clairement. J'aime bien quand tu te sens tout petit entre 2 grands immeubles et tout ça. Et donc, en gros, je voulais vraiment avoir cette ambiance-là dans mon univers. Et puis, quand j'ai découvert Kowloon Generic Romance, c'était plus tard. Parce que je crois que c'est sorti en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Du coup, j'ai fait « Oh purée, enfin, un truc qui ressemble à ma BD, dont je peux m'inspirer. Donc j'étais content. Et puis, l'histoire, elle est incroyable. Donc, ah oui, ça, très clairement. C'est disponible vraiment chez un Kana. plaisir à suivre. Moi aussi. Mais du coup, Sweet Concrete, on l'a dit, c'est un manga français, mais je trouve que franchement, il se démarque complètement des autres. Du coup, pourquoi être parti sur un registre plus sombre et surtout, pourquoi avoir fait un personnage protagoniste féminin? Alors, le registre plus sombre, c'est arrivé naturellement, je pense. Parce qu'en gros, je suis parti donc, de l'univers. J'ai rapidement trouvé les personnages principaux, donc Asa et Diego. Sauf qu'au début, Diego était le personnage principal. Parce que quand j'avais eu l'idée de l'univers, je m'étais dit « Ah putain, un mec qui peut faire du parcours et qui peut se balader de toit en toit, ce serait incroyable ». Donc je l'avais imaginé et tout, en tant que, pareil, dans l'histoire, c'est un espèce d'homme à tout faire mercenaire. Et, très classe, Diego, je l'aime beaucoup. Il est super classe. Il a du succès en général. Oui, il est... Et donc, du coup, Asa était quand même présente, mais c'était un peu le personnage perturbateur qui venait perturber son quotidien et tout ça. Et en fait, plus j'ai développé l'histoire, et plus je me suis dit que c'était logique qu'Asa devienne le personnage principal, parce que c'est elle qui passe d'un monde normal à un monde magique. Et donc, voir l'univers et l'histoire à travers ses yeux nouveaux, ce serait plus intéressant pour le lecteur. Et Diego, au final, il me paraissait mieux comme personnage, comme opposant, comme personnage un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il pense et tout. Et donc, je trouvais que le duo marchait mieux dans ce sens-là.
Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre Asa comme personnage Et principal. ça doit être plus simple en tant qu'auteur de construire un univers et une histoire autour d'un point de vue de quelqu'un qui ne connaît rien au monde où il arrive. Comme ça, on lui explique en même temps et on explique en même temps au lecteur. Alors que peut-être faire l'inverse, faire un monde tout de suite où on connaît tout, c'est peut-être plus compliqué, non? Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que souvent, dans les histoires, les personnages principaux sont un peu les néophytes. Ouais. C'est-à-dire que c'est un procédé scénaristique assez commun. Ouais, Et comme du Harry coup- Potter dont tu parlais voilà, tout à et l'heure. très efficace parce que du coup, le lecteur, il s'identifie direct à ce personnage-là parce que lui non plus, il ne connaît pas l'univers dans lequel il est projeté en fait. Donc ouais, c'était vraiment un choix, on va dire, logique. Et puis du coup, ça a joué en ma faveur parce que Timothée, il a beaucoup aimé le personnage du coup. Et donc, ça a participé au fait que ça ait pu être édité, je pense. Tu me fais une transition toute trouvée, c'est magnifique parce que je voulais te parler justement du fameux Timothée qui est ton éditeur. Ouais. Et je trouve qu'en fait c'est un véritable Tanto, donc Tanto, un éditeur japonais. Mais est-ce qu'au final, comme les éditeurs japonais, il donne son avis sur le scénario, il te dit tel personnage devrait peut-être mourir, tel personnage devrait arriver à tel moment, ou juste il te dit des trucs sur la forme plutôt que sur le fond? Comment ça se passe? Alors, il va pas jusqu'à me dire, il va pas jusqu'à m'inciter à faire telle ou telle direction, telle ou telle décision. Mais en gros, ouais, on parle vraiment de tout niveau scénario. Par exemple, quand on faisait le scénario des trois tomes, en fait, il me pointait tout ce qui était illogique, toutes les incohérences, mais il n'hésitait pas à me faire des propositions aussi. Pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi il pourrait se passer tel truc. Mais en gros, à chaque fois, c'était des propositions et en gros, c'était moi qui avais le dernier mot. C'était plus des suggestions. Mais ouais, il est vraiment impliqué, en gros, du scénario jusqu'au storyboard. Il n'hésite pas même à chipoter des fois, genre sur le sens de lecture des bulles. Est-ce que telle case à côté de telle case, ça pourrait pas perturber l'œil du lecteur Ouais, et il te tout ça. lâche Il y a pas vraiment. du tout. Ouais, voilà, il y a Mais vraiment tant mieux, plein c'est ce de que tu petits- cherchais, ce que tu me disais. C'est pour Exactement, ça que tu ouais, as voulu ouais. aller chez Kana. Moi, c'est ce que je recherche parce que malheureusement, quand on fait une BD tout seul dans son coin, on se retrouve vite avec la tête dans le guidon en fait. Et donc, tu as du mal à prendre du recul sur ton taf et donc avoir un regard extérieur qui pense pas comme toi, qui a peut-être pas les mêmes références que toi non plus, ça aide à avoir un travail final plus accompli, je trouve. Voilà. Mais du coup, quand toi, tu prépares un tome, un chapitre, tu t'écris les grandes lignes avant ou tu passes direct sur le storyboard? Alors, pour Suite Concrète, non, je devais faire à chaque fois un espèce de résumé du tome. Parce que comme c'est une enquête policière, il faut forcément prévoir des trucs en amont et retravailler l'histoire de la fin jusqu'au début pour être sûr que tous les indices que tu places en amont marchent bien par la suite. Du coup, en gros, j'ai envoyé le résumé de mes 3 tomes à Timothée. On a énormément travaillé pendant plusieurs mois pour que tout soit bien calé et tout ça. Et ensuite, je faisais le storyboard de mes tomes. Et donc, j'envoyais le storyboard chapitre par chapitre dans un premier temps à Timothée. Il me faisait ses retours chapitre par chapitre. Et ensuite, je lui renvoyais tout le tome storyboardé avec les corrections. Et là, il me refaisait encore des Ok, d'accord, je vois. corrections. Donc, comme ça, Ok. on était sûr que le truc, il était vraiment carré de chez carré. Et après, comme ça, la partie dessin, j'avançais tout seul dans mon coin et il n'avait pas à s'inquiéter. Voilà. Parce qu'en plus, toi, tu as eu un truc qui est mieux, je trouve, c'est la fameuse méthode du frigo. Ouais. Où tu avais préparé bien en amont tes tomes et tu les as laissés du coup dans le fameux frigo pour les ressortir au fur et à mesure. C'est quand même un truc qui te soulage, ça, non? Ouais, franchement, ouais, c'est pratique parce que justement, moi, mon contrat d'édition, je l'ai signé fin 2019. Et mon tome 1, j'ai attaqué le dessin qu'en août 2020. Ah ouais, t'as pu bien Donc en te gros, il y a préparer en eu amont. pratiquement un an de pré-prod, on va dire, entre guillemets, où on travaillait donc le scénario. Moi, je travaillais les designs des persos. Justement, je faisais plein de dessins de décors et tout pour préparer l'univers et tout ça. Et ça, franchement, si on n'avait pas eu le frigo, en gros, le tome 1, il aurait été retardé dès sa sortie, dès le début, tu vois. Ouais, dès le début direct. Et donc là, ça nous a permis de bien prendre notre temps et puis d'arriver prêt. Et tu vois, par exemple, j'avais suffisamment de tomes d'avance pour pouvoir faire énormément de dédicaces en 2022. Ouais. Donc j'ai pu bien mettre en avant le tome, enfin les tomes du coup. Et voilà, en gros, on s'est enlevé du stress en prenant notre temps en fait. Donc c'était tout à fait bénéfique. Ok, et bien du coup, quand toi tu prépares une planche justement, parce Ouais. que c'est un truc qu'on dit pas souvent, le dessin c'est bien beau, mais la narration c'est
peut-être même plus important Ouais. que le dessin. Comment toi, tu prépares une planche? Parce qu'on peut le voir dans Sweet Concrete, il y a des fois, tu as des doubles pages, des planches comme là qui sont vraiment pas banales. C'est pas du banal case par case avec des carrés comme ça. Comment toi, tu dis, bah là, je vais faire une case comme ça, biaisée, en diagonale. Comment tu réfléchis à tout ça? Alors moi, la première étape que je fais, c'est quand je fais mon storyboard de mon chapitre, en gros, j'ai la couverture de mon storyboard, ça va être l'endroit où je vais mettre tous les éléments qui doivent se dérouler dans mon chapitre. Donc ça peut être, en gros, c'est vraiment un déroulé. Donc je liste point par point. Et ensuite, j'essaie de voir dans ma tête, d'imaginer combien de pages ça pourrait prendre. Donc en général, j'essaie toujours de tourner autour de 25-30 pages. Et donc une fois que j'ai ça qui est noté, je me lance dans mon storyboard. Et donc le point le plus important, c'est dans une page, il y a une action clé et tout doit tourner autour de cette action clé. Et en gros, cette action clé, ça va toujours être la case la plus importante de ma page. Donc par exemple, si j'ai une page comme ça, là, tac, admettons, je veux qu'il y ait une case, on va dire comme... Là, en gros, admettons, j'ai un personnage dans cette case-là qui doit donner un coup de pied. Donc c'est vraiment l'événement de ma page. Et bah, par exemple, toutes les cases qu'il y aura sur la bande du dessus, ça va être des cases qui vont préparer pour ce coup de pied. Donc admettons, ça peut être un personnage qui va se placer, ça peut être un personnage qui dit une phrase qui va déclencher ce coup de pied. Ensuite, donc, on a le coup de pied, c'est l'élément principal. Et ensuite, toutes les cases qui vont être sur la bande du dessous, ça va être les conséquences de ce coup de pied. Et donc soit on est sur une page de droite, et donc on va avoir une dernière case en bas à gauche qui va devoir réorienter le regard du lecteur sur la page de gauche, justement. Ouais. Soit on est sur une page de gauche et la dernière case va devoir créer un suspense pour que le lecteur ait envie de tourner la page suivante. Donc ça, c'est vraiment, en gros, le plus important, c'est la case clé dans une page et la dernière case de cette page-là, parce que c'est cette case-là qui a un rôle important pour emmener vers la suite. Et toi, tu préfères dessiner plutôt les pages avec du dialogue ou de l'action? En fait, ça dépend parce que les pages avec de l'action, tu t'éclates. Franchement, les chapitres de baston, c'est mortel, mais quand tu finis un chapitre, t'es lessivé en fait. T'as plus d'énergie parce que dans chaque case, t'as des mouvements flous, donc il faut faire plein de petits traits. Ça demande énormément d'énergie. Par exemple, j'ai un pote Ziad qui fait Space Punch. Et lui, il dit que quand il dessine de la baston, il a tout le temps les sourcils froncés. Et du coup, il finit avec des mal de crâne, en fait. Donc, c'est vraiment... Ouais, tu ressors aussi fatigué que tes persos. Et là, des fois, dans les scènes de dialogue, tu peux faire des pages assez simples où tu n'as que des visages. Donc, tu peux prendre ton temps pour bien dessiner ces visages-là. Et ça fait quand même vachement plaisir. Tu es satisfait de tes pages, en général. Tu es content quand tu finis. Ouais, c'est ça, ouais. Tu boucles le tome. Voilà, c'est ça. Les vacances, c'est un peu... Mais pour du coup tout ce qui est format du manga, c'est un manga format classique. Est-ce que c'est un choix de ta part, un choix de Timothée, un choix de Kana, du fabricant, de ne pas avoir fait peut-être un plus grand format où on peut plus profiter des dessins? Alors le truc, c'est qu'il me semble que un grand format, ça impacte forcément le prix. Et en fait, pour un manga français, vu que c'est déjà de la création, ça coûte toujours un peu plus cher qu'un manga japonais. Par exemple, je sais pas, n'importe quoi, un My Hero Academia, un Naruto, ça va coûter 6,50 peut-être. Un tome de manga français, c'est toujours 7,90. Et en général, si on passe sur un format A5, ça peut vite monter à 8-9 euros. Et comme nous, on essaye d'être accessible au plus grand nombre, augmenter le prix, ça serait un peu se tirer une balle dans le pied. Il y a déjà eu des essais comme ça et ça n'a pas bien fonctionné. Mais justement, après, on essaie de donner d'autres moyens aux gens de voir les pages en grand format. Donc moi, par exemple, je ramène toujours des pages originales en convention. Comme ça, les gens ils peuvent feuilleter, ils peuvent se rendre compte un peu du travail. Ou sinon, on essaie des fois de faire des expositions. Je sais qu'avec l'EMA, ils avaient fait des reproductions de nos pages en grand format vraiment. Et donc, ça profite aux élèves de l'EMA et aux gens qui habitent sur Toulouse, parce qu'ils sont là-bas, mais à l'avenir, on va essayer de faire ça un peu plus, pourquoi pas de manière itinérante, d'avoir des reproductions qu'on amène toujours en salon pour montrer aux gens. Ça sera un de tes objectifs, vraiment, de partir sur soit sur le manga ou même sur la BD, un plus grand format, parce que vu qu'on l'a dit plusieurs fois, tu aimes bien dessiner les décors, les trucs détaillés. Est-ce que ça serait un objectif à l'avenir qu'on puisse mieux voir ou même
allez, là, je me lance un petit artbook un jour. Ah bah, à la limite, je me dis peut-être je serais plus attiré par un artbook que par un format grand manga. Manga grand format plutôt. Artbook, ouais, ça me plairait bien, ouais, parce que j'adore en collectionner. Pareil. J'en ai plein. Et Ça coûte cher. ouais. Nous je me sommes dis- des rats, ouf. Je me dis, il faudrait encore quelques années de travail pour avoir un truc suffisamment épais, suffisamment quali. Mais ouais, c'est un objectif ça que j'aimerais bien avoir. Ouais. Ouais, bah, j'espère, je l'achèterai, t'en fais pas. Bah, d'autres gens qui peuvent acheter ton manga, c'est qu'il y a une publication en anglais Oui, chez ouais. Europe Comics. Alors, le petit dessin que j'aimerais que tu me fasses, c'est la réaction des anglophones quand ils lisent Sweet Concrete. Ok. Tu penses qu'ils réagissent comment? Et que tu nous parles un peu du moment où tu l'as su. Est-ce que c'est un succès pour toi? Est-ce que tu as level up quand tu as appris ça? Comment tu as vécu ce truc-là? Bah, en fait, donc, ouais, c'est Europe Comics. Donc pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui a été traduit. Mais ouais, je me suis dit, bah, en fait, je me suis plutôt dit, ah bah c'est cool parce que ça fait depuis quelques temps qu'il y a des Anglais qui me le demandent. De ah, où est-ce que je peux le lire et tout. Et en fait, je ne savais pas quoi Ah, leur t'as même répondre. des demandes des Anglais. Oui, voilà, sur Instagram, des fois j'avais des Quoi messages de ah, ça a l'air cool, où est-ce que je peux le lire? Et puis bah, je pouvais pas leur répondre. Du coup, bah, j'étais plutôt content pour eux qu'ils puissent découvrir. Et puis après, c'était pas forcément. Comme en fait, c'est une publication seulement en digital, j'ai pas eu le tome en anglais sous mes yeux. Ok. C'est prévu ou pas du tout? Non, là, c'est vraiment Que du digital? Europe Comics, ils font que du digital. D'accord. Du coup, bon, après, c'est cool parce que c'est accessible vraiment à tout le monde depuis Internet et tout ça. Mais voilà, du coup, moi, j'étais content parce que bah, ça peut. Ouais, forcément, il y a plus de monde qui pourra le lire, quoi. Et puis, ouais, du coup, les réactions. Alors, c'est pas forcément par rapport à ma série, mais c'est par rapport au manga français. C'est qu'il y a pas mal d'anglophones qui se disent. Souvent, ils réagissent, ils disent putain, mais c'est quoi ce niveau qu'ils ont, les Français, d'où ils sortent? Parce qu'en fait, ils savent pas que nous, on est le deuxième pays du Ouais. manga, en fait. Mm. Et dans leur tête. Eh ouais. Dans leur tête, c'est eux les boss, alors que non, en fait, c'est nous. Et Rien du du coup, tout. ça les étonne assez souvent de voir le gros niveau, on va dire, entre guillemets, qu'on a en France. Parce qu'en en Angleterre ou même dans les pays anglophones, il n'y a pas beaucoup de. Il y a des mangakas chez eux ou... Bah, alors, pas en Angleterre, je sais pas du tout. Mais aux États-Unis, il y en a quelques-uns. Ah, il y en a? Il y a un Ok. magazine américain qui s'appelle le Saturday AM, où en gros, bah, ça Ok. regroupe, on va dire, leur mangaka à eux. Mais voilà, les Américains, en général, ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se fait en dehors des États-Unis. Oui, bah, les Américains, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, quand ils voient des Français, ils se disent ah merde, en fait, on a des rivaux et tout. Du coup, bah, c'est assez marrant. On est meilleurs, disons-le, vous êtes meilleurs. Vous êtes meilleurs qu'eux. Nos mangakas sont meilleurs que ceux des Voilà, États-Unis. mais ils sont choqués, mais du coup, ils sont contents parce que ça leur fait des gens avec qui communiquer parce qu'on est un peu dans le même sac, quoi. On est des étrangers qui font du manga, quoi. Donc. Ouais, très clairement. Mais on parle de un potentiel artbook un jour peut-être, Ouais. le fait que tu sois publié. Je sais qu'un animé de Sweet Concrete t'intéresserait pas vraiment, parce qu'aujourd'hui Dreamland va avoir son animé. Toi, c'est pas trop ta cam. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'embête dans ce processus? En fait, c'est pas que ça m'embête ou quoi, c'est juste, je suis pas, c'est pas forcément un rêve pour moi. Tu vois, par exemple, moi, les animés de base, j'aime bien en regarder, je trouve ça génial et tout. Mais je suis pas le genre de gars à regarder 150 fois un générique ou 150 fois une scène parce que c'est trop bien animé et tout, tu vois. Ouais, En fait, ok. j'aime bien l'histoire et c'est tout. Je suis pas plus fan d'animé que ça. Du coup, avoir un animé pour mon projet ou quoi, bah, c'est pas le truc qui me rendrait le plus fou. À la limite, moi, je suis plus intéressé par voir des gens se cosplayer, par exemple, en mes personnages. Ouais, ça va être Ça, je ouf, sais ouais. que niveau Ça va être réaction, incroyable. ce serait incroyable, quoi. Ouais. Ou à la limite, voir, tu vois, d'autres produits dérivés comme, je sais pas, des petits porte-clés, des petits pins, tu vois, ce genre de trucs. Ça me plairait bien, j'aimerais beaucoup. Moi, je dirais pas non un animé. Pour voir Diego animé, Ah, je ouais, donne ouais, ouais. beaucoup. Franchement, je donne beaucoup, très clairement. Ou alors si à la limite, tu vois, le seul truc qui me ferait vraiment plaisir dans l'animé, ce serait de travailler, de participer aux OST de l'animé, tu vois. Vu que j'avais Ouais, fait bah de la oui. musique, là je me dirais, Forcément. en plus je pourrais bosser avec un mec qui s'y connaît vraiment et tout ça, donc ce serait vraiment cool. Mais s'il n'y a pas d'animé, peut-être que, vu que tu dessines beaucoup de décors, etc., l'artbook, je force dessus parce que Kana a pensé à un artbook de Senchilo, est-ce que tu ne serais pas un jour intéressé par travailler dans le monde de l'animation, ou même du jeu vidéo? Je te verrais tellement bien sur du concept art, du graphic environment. Ça te plairait pas, ce genre de choses? Ouais, ça, à la limite, ouais, pourquoi pas. En France, ça commence à monter, mine de rien. Ouais, travailler Cocorico sur du chara design, des concepts et tout, pourquoi pas. Après, moi je sais dessiner des personnages et faire des décors, mais est-ce que ce serait
est-ce que je pourrais travailler avec les compétences vraiment qui sont requises pour travailler en studio? Ça, je sais pas. Tu les as. Non mais tu vois, il y a tout un processus, mais on peut pas faire n'importe quel chara design, il faut que ce soit reproductible par les animateurs, il y a tout un travail comme ça. Donc si on me forme, pourquoi pas. Mais ouais, franchement, moi, je serais chaud. Moi, je te verrais trop comme Ian Mackie, notamment, il a fait Ouais, Mortal ouais, Engines, Star Wars, je te verrais tellement faire ça, mais à 100% même. Ouais, moi, c'est un truc, ouais, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser, ouais. C'est un truc, en plus, moi, enfin, ouais, tu vois, les artbooks, l'artbook de Gravity Days dont tu as parlé, voir les behind the scenes d'un jeu vidéo, même d'un animé, c'est toujours trop bien à regarder. Ouais, tu vois les premiers ébauches des personnages, les premiers ébauches des environnements, c'est incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai l'impression que tu n'as jamais eu le syndrome de la page blanche sur Sweet Concrete. Ah ouais? J'ai l'impression. D'accord. Dis-moi tout. Ça se trouve, je me trompe, hein? Alors, le syndrome de la page blanche... C'est vraiment, ouais, Est-ce que tu as déjà été bloqué un jour? Tu te dis, ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'ils vont faire mes personnages? En fait, c'est pas forcément au niveau des personnages, c'est plus... Il y avait des chapitres où j'avais tel et tel élément à mettre dans le chapitre, mais j'avais une infinité de possibilités de comment les montrer. Ah, ça, c'est horrible. Et en fait, il fallait trouver le truc le plus optimal entre me faire plaisir et être efficace. Et ça, c'était un enfer. Sur le tome 3, je me souviens, il y a un chapitre, le chapitre 16 en particulier, où j'ai vraiment galéré, genre 3 semaines pour le storyboard. Ah ouais? Où, en gros, tu sais, comme je te dis, j'avais mon espèce de petit plan là où je mettais tous mes éléments. Et en fait, il y avait un gros bloc sur lequel j'arrivais pas à décider comment j'allais présenter les informations. Est-ce que tonton Timothée a été utile à ce moment-là? Est-ce qu'il est venu bénir la page et t'aider un peu? Et alors j'ai réussi à me débrouiller tout seul. Je lui ai envoyé en lui disant bon, c'est un peu du caca, mais j'ai pas réussi à faire mieux. Et lui, là, du coup, pour le coup, il m'a dit non, moi j'ai trouvé ça très bien. Donc, et du coup, en fait, j'ai réalisé que je me prenais un peu trop la tête sur le coup. Et donc, des fois, ça sert à ça, un éditeur aussi. Ça sert à te ramener sur terre et à te. En général, les artistes, toujours. On se bâche le plus, on est notre plus gros hater la plupart du temps. Ça, ouais. Non, c'est mal dessiné, non, tu le donnes à quelqu'un, mais c'est exceptionnel, voyons. Effectivement, c'est un truc que je remarque beaucoup chez vous, les fameux artistes. Et je me demande du coup, c'est parfait, ça fait une magnifique transition, tu as déjà eu une perte de motivation, voire un burn-out sur Sweet Concrete ou même d'autres trucs autour? Alors Sweet Concrete, j'avais eu ça, mais au tout début. Justement, la période de pré-prod où on devait faire le scénario. Parce que moi, en fait, j'avais jamais écrit 3 tomes d'avance. En fait, quand j'étais amateur, je bossais chapitre par chapitre et limite, j'inventais le scénario au fur et à mesure, tu vois. Et là, de devoir planifier 3 tomes, surtout une enquête policière avec plein de concepts et tout, j'avais mis la difficulté à 12, tu vois. Et en fait, je l'ai regretté. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, tu vois, à force de faire des allers-retours avec Timothée, de voir que c'était toujours pas bon au bout de plusieurs mois, je me disais putain vas-y, est-ce que j'abandonnerais pas en fait? Ah ouais, putain. Et je m'étais dit, en fait j'hésitais parce que je m'étais dit putain, je me suis investi pendant des mois, j'en vois toujours pas le bout, mais en même temps si j'abandonne maintenant, j'aurais fait tout ça pour rien. Et au final, du coup j'ai décidé pendant 3 semaines de rien faire. Bon, j'étais en vacances d'été donc ça allait. Et je me suis dit ok, quand je reviens chez moi, je verrai. Et si je trouve que c'est suffisamment bien, je continue, sinon j'en parlerai avec Timothée. Et en fait, quand je suis revenu, Timothée m'avait envoyé un mail en me disant ok, je pense qu'on a un truc qui tient bien la route. Les éléments qu'on n'a pas réussi à trouver, on verra plus tard. Donc là, tu peux avancer. Et puis du coup, j'ai fait moi ça me va. Et puis, ouais, let's go. Voilà, j'ai continué et puis voilà. Mais après, niveau dessin, non, j'ai jamais eu de burn-out. À la limite, j'avais eu une période avant Sweet Concrete, où justement je commençais à développer le projet, mais je voyais que j'étais pas assez bon en dessin. Et par exemple, j'arrivais à faire ce que j'avais en tête, mais ça me prenait toujours 3 plombes. Ouais. Et je m'étais dit, si je veux faire une BD où il n'y a que des décors et qu'à chaque fois les décors, je mets 10 ans, ça va pas le faire. Ouais, tu vises toujours haut et au final tu te dis, aïe aïe aïe, pourquoi j'ai fait ça, ouais. L'horreur. Et du coup, j'avais pris la salle du temps, je suis rentré dedans, je me suis entraîné. Et quand je suis ressorti, j'ai fait, ça va mieux. T'avais les cheveux longs aussi? Ouais, de la barbe, je m'étais pas lavé. Mais et du coup, là, Sweet Concrete, c'est fini en 3 tomes chez Kana. Est-ce que dans tes futurs projets, tu as dit que tu faisais beaucoup de one-shot? Ouais. Est-ce que tu veux sortir du coup de cette zone de confort que tu as eue? Pas si confortable au final, d'après ce que tu nous dis, mais est-ce que tu veux te tenter sur de la SF, sur peut-être de la romance, sur peut-être de la pure baston shonen? Qu'est-ce qui t'intéresserait par la suite? Et justement, en fait, comme tu as dit, j'ai fait des one-shots.
Donc j'en ai écrit quelques-uns et j'en ai dessiné. Donc il y a un que j'ai sorti en décembre sur Twitter qui s'appelle Princesse Pincette. Et donc c'est une comédie dans un monde de fantasy. Donc là du coup c'est l'occasion d'expérimenter. Parce que du coup c'est sur ce one-shot-là que je suis passé en full digital. Donc tout à la tablette. Et là j'ai un autre one-shot que je vais publier dans quelques temps. Qui pareil n'a rien à voir ni avec Sweet Concrete ni avec Princesse Pincette. C'est juste un one-shot de romance. Et donc ouais, les one-shots c'était vraiment le moyen d'expérimenter. Et du coup j'ai aussi développé un nouveau projet que je vais présenter à mon éditeur. Et là pareil ça mélange des genres que j'ai jamais fait avant. Et donc c'est pour ça aussi que moi j'aimerais bien faire des séries assez courtes pour pouvoir en faire plusieurs au cours de ma carrière et pas m'investir genre 15 ans sur un projet parce que j'ai toujours envie de faire des nouveaux trucs en fait. Ouais, tu te lasses facilement de. Oui, voilà, dire que tu détestes les projets en cours, mais. Ouais, c'est que je me lasse, mais j'ai tout le temps des nouvelles envies. À la limite, tu vois, si je pouvais faire un tome, un petit one-shot, un tome, un petit one-shot, toujours avoir une petite période de récré, ça m'aiderait à pas me lasser justement, je pense. Et d'ailleurs, tu viens de dire que tu as proposé un projet à ton éditeur. Tu vas rester chez Kana du coup idéalement, ce que je comprends. Ouais, moi j'aimerais bien parce que ça se passe bien avec Timothée et tout, donc j'ai pas de raison de changer d'éditeur. Maintenant, après, on verra si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. J'espère que ça leur plaira. Et du coup, si tu restes chez Kana, moi je pensais peut-être, est-ce que tu es intéressé par la fameuse, ce qui cartonne en ce moment, c'est le webtoon. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, mais vu que c'est un autre mode de fonctionnement, c'est pas de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite comme vous voulez, mais c'est de haut en bas. Un truc qui pourrait t'intéresser, c'est challengeant de penser à ce genre de choses. Ouais, alors en fait, moi ce que j'aime bien dans Webtoon, c'est que ça se rapproche énormément du storyboard d'animation, qui je trouve est vraiment le storyboard le meilleur en fait au monde. C'est-à-dire que tu peux vraiment t'étaler à fond sur une scène. Si tu veux vraiment décomposer un mouvement sur toute la longueur de ton Webtoon, tu peux. Maintenant, le fait de bosser en couleur déjà et de bosser... En fait, il me faudrait, je pense, un gros temps d'adaptation. Genre, il faudrait que je m'entraîne pendant quelques mois avant de voir si ça me plaît vraiment ou pas, en fait. En plus, c'est balancé chapitre après chapitre. Ouais, ils en ont de préparés, mais ça rejoint un peu le délire japonais. Ouais, du coup, c'est hebdomadaire ou... Et puis, par contre, il y a un truc, c'est que le monde du webtoon est encore plus hardcore que le monde du manga en termes de rythme et de production et tout ça. Moi, on m'a déjà fait des offres, alors ça paye bien, mais on me demande genre de faire un chapitre. Donc je crois que c'est une 60aine de cases par semaine en fait. Donc line art, de couleurs et tout ça. Et donc souvent il y a des auteurs de webtoon qui partent en burn-out parce que les mecs au bout de 20 épisodes ils en peuvent plus quoi. Donc, Et c'est forcément de la couleur. Alors moi ils demandent ça dépend. Je sais que moi il y a un de mes webtoons préférés qui est en noir et blanc avec des trames. Mais en fait je sais pas s'il faut s'arranger avec les mecs qui font ça, enfin qui produisent ça ou... Voilà, je pense que chacun fait un peu comme il veut, je pense. Mais en tout cas, je sais que par exemple, il y a des auteurs coréens qui ont un style très très poussé en termes de couleurs et eux, ils n'ont jamais tenu plus de 10 chapitres. Quoi. À chaque fois, il y avait une nouvelle série, j'étais là, c'est trop bien dessiné, boum, 10 chapitres, le mec, il arrête. Quoi. Mais après, il y en a souvent, les plus grands auteurs de webtoon, des fois, ils ont des assistants à côté, des coloristes, un peu comme dans le comics. Ça, Mais bon, je sais pas si tu peux te permettre ça. Et vu que tu as un gros rat, je suis pas sûre que tu as envie de payer quelqu'un en plus. Tu pourrais l'envisager d'avoir un assistant à côté ou pas du tout? Alors ça, on me l'avait aussi posé pour le manga comme question. Et en fait, moi, pour l'instant, je suis pas chaud pour en avoir. Pas parce que j'ai pas confiance ou quoi, mais parce que... T'es un maniaque du contrôle? Ouais, déjà. Un peu, ouais. Et, on est ensemble. Et puis, ma méthode de travail, en fait, elle change tout le temps. En fait, j'utilise jamais les mêmes effets ou la même façon de bosser. Et du coup, si j'avais un assistant, en fait, le pauvre, je lui donnerais des indications. Et puis 3 semaines après, je lui dirais ah bah non, recommence tel truc parce que moi, ça marche plus comme ça. Le patron relou. Donc en fait, le mec, je pense au bout de 3 semaines, il me détesterait. Ce serait horrible de bosser comme ça pour lui. Du coup, je préfère pas trop, pour l'instant, prendre de gens. Je préfère attendre de trouver vraiment ma méthode qui fonctionne, qui est optimisée pour avoir des gens, les former à ma méthode et qui soient efficaces et qui s'épanouissent. Ouais, parce que tu changes de méthode parce que tu n'as pas trouvé la bonne ou c'est juste que tu te lasses encore une fois? Non, c'est que en fait, je suis constamment en train de chercher des moyens de m'améliorer en fait. Et du coup, je trouve toujours un petit brush par-ci, tel effet par-là, une nouvelle façon de dessiner tel membre, genre telle main et tout ça. Du coup, je me dis, si j'ai un assistant et que je lui demande de dessiner des personnages en fond et qu'en fait, moi, je veux plus les dessiner comme ça, bon, tu vois, il y a
Tu es en constante progression, Voilà, évolution, tant que tu n'as pas atteint ton prime. J'essaie d'atteindre un plateau et puis après on verra si je peux prendre des assistants, tu vois. Mais je te le souhaite en tout cas. Et du coup, on le rappelle pour ceux qui sont un peu zozo, on est au Festival d'Angoulême. On l'a dit en début d'émission, tu es arrivé ici, tu donnais tes planches il y a de cela 3 ans, 4 ans même. Ouais, Et aujourd'hui, tu es en train de dessiner devant nous au festival. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ton parcours, le festival c'est quoi ton ressenti? Franchement, ouais, c'est trop cool de. En fait, je m'en étais pas rendu compte au début. Et je me suis dit, ah putain, mais c'est la première fois que je reviens. Et je reviens de l'autre côté, en fait. Ouais, c'est fou, mine de rien. Ouais, c'est un peu le bon timing. Et du coup, ouais, je suis trop content, quoi, parce que en plus, les gars avec qui j'y avais été en amateur il y a 3-4 ans, ils sont pareils, ils sont passés aussi de l'autre côté. Donc on est tous un peu. La grosse équipe qui arrive comme ça, là. C'est un peu la fin de l'arc de Shonen quand tu vois tous les persos qui réussissent et qui vont chacun dans un club de foot ou de. C'est émouvant un peu, mine de rien. Ouais, grave. Il y a 3-4 ans, on était tous des petits jeunes qui débutaient, et puis maintenant, on est officiellement des auteurs de BD, quoi, donc c'est trop cool. Et d'ailleurs, c'est un truc que tu aimerais faire un jour, t'associer à certains d'entre eux, ou même toute une équipe pour faire un manga, un gros truc Ça dépend, en fait. Moi, j'ai déjà des potes qui étaient amis et qui ont fait une BD ensemble, et en fait, ils n'auraient pas dû. Parce qu'à la fin, c'était un petit peu en froid. Bon, ils ont réussi à se rabibocher et tout. Et du coup, moi, j'évite de bosser avec mes potes parce que j'ai pas envie que ça impacte nos relations. Parce que, après, c'est pas parce qu'on est potes qu'en fait, qu'on va bien s'entendre au niveau travail. Par exemple, chez Kana, il y a Malco et Valné qui font Va-Nu-Pied. Et eux, en fait, ils bossent ensemble, mais de base, ils sont pas amis. Et en fait, okay. ils ont vraiment leur relation, c'était on va faire un manga ensemble. Mais on va éviter de devenir trop potes, on va vraiment se concentrer sur le travail. Ouais, dès le début, ils ont dit ça. Voilà, ouais. Okay. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart des duos qui durent dans le temps, que ce soit, je sais pas, dans la comédie, dans la BD, même dans le cinéma, etc., en fait, c'est souvent des gens qui restent en mode travail et qui évitent de devenir trop proches. Comme ça, quand ils se font des critiques, des retours, ils ne le prennent pas trop personnellement. Ok, Comme ça, leur ego, ça reste un peu de côté. Et ça leur permet de travailler sur des années sans se disputer ou quoi. Okay, donc vaut mieux que tu restes tout seul, sinon ring de boxe bientôt. Ouais, vaut mieux. Ouais. Écoute, merci beaucoup Senchilo. On peut voir du coup tes magnifiques dessins. Très rapide. Je t'ai challengé pour le coup, j'ai pas été sympa. Ouais, franchement, c'était cool. Merci beaucoup pour ta participation. Suite Concrete, on retrouve chez Kana. Exactement. En espérant te retrouver sur un nouveau titre très bientôt. Ouais. Et un artbook, je ne lâche pas. Kana, vous m'entendez? Un artbook s'il vous plaît. Merci. Merci à vous tous sur le chat qui nous avez regardé. Restez connectés. Abonnez-vous au Twitch du Festival d'Angoulême. Il y aura plein d'autres lives qui arriveront dans les jours à venir. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.